Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce nouveau numéro, on va parler responsabilité pénale des dirigeants en matière de délégation de pouvoir. Ce sera dans quelques instants avec Johan Sultan, associé chez Leurens. On se demandera ensuite si l'espace est une zone de non-droit avec Lucien Rapp, enseignant-chercheur en droit à l'Université de Toulouse-Capitole. Et enfin, Carole Pascarel, médiatrice de la consommation de la profession d'avocat, viendra nous parler du rôle du médiateur national de la consommation de la profession d'avocat. Voilà pour les titres. On va commencer tout de suite cette émission avec Johan Sultan, associé chez Leurens. Johan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'une délégation de pouvoir ? Mon cher Arnaud, déjà merci pour cette invitation pour parler d'un sujet ô combien prégnant chez les acteurs de la vie économique, puisque aborder la délégation de pouvoir, aborder la responsabilité pénale du dirigeant sous l'angle de la délégation de pouvoir, c'est se poser la question des causes exonératoires de celle-ci. Un employeur, un chef d'entreprise, un dirigeant dont la responsabilité pénale va être engagée, peut s'exonérer de sa responsabilité à l'aide de plusieurs arguments, plusieurs outils juridiques. Il y a la force majeure, notamment. Il y a la possibilité aussi pour lui de démontrer qu'il ne pouvait pas influer sur le comportement du contrevenant. Il y a aussi la possibilité pour lui de démontrer l'absence de faute d'imprudence, de faute de négligence, de faute de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité contenue dans les lois ou les règlements. Et il y a ce qui nous retient aujourd'hui, la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, c'est un acte juridique. C'est un acte juridique entre un délégant, le chef d'entreprise, qui, naturellement, de par le fait qu'il soit sur le cabis, qu'il puisse représenter la société, qu'il soit naturellement considéré comme la personne responsable, donc ce délégant va transférer un certain nombre de pouvoirs, qui dit pouvoir dit également responsabilité, à un salarié, en tout cas une personne qu'il a sous son autorité, qu'on va appeler le délégataire. La délégation de pouvoir, à ne pas confondre avec la délégation de signature, puisqu'une délégation de signature, c'est simplement une personne qui va donner la possibilité à une autre personne, là aussi en général qui lui est subordonnée, de signer à sa place. Ça n'entraîne aucun transfert de pouvoir et encore moins de responsabilité. La délégation de pouvoir, c'est un outil qui est extrêmement important dans les entreprises et je dirais quelle que soit leur taille. C'est en effet un outil de sécurisation, et ça c'est un terme qu'on entend parfois et que les partenaires sociaux notamment reprennent. Je pense à l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 qui porte un certain nombre de dispositions sur les cadres et où en préambule vous retrouvez un paragraphe qui évoque la délégation de pouvoir comme un acte de sécurisation. Donc, c'est en effet une cause exonératoire de responsabilité pour le dirigeant, mais en réalité, pour les partenaires sociaux, pour le législateur, et donc, au final, pour les salariés, c'est aussi un outil de sécurisation et de bonne gestion de votre entreprise. Alors, vous dites outil de sécurisation, mais quelles sont les conditions de validité d'une délégation de pouvoir ? Alors, une délégation de pouvoir, il faut savoir que ça n'est pas prévu par la loi. C'est un outil strictement prétorien et vous allez trouver les conditions dans la jurisprudence. Absolument. Donc, la délégation de pouvoir, d'abord, qui va pouvoir déléguer ? Donc là, c'est facile, le chef d'entreprise, l'employeur, le dirigeant. Bon. À qui va-t-il déléguer ? Il va déléguer à une personne qui lui est subordonnée. Il va déléguer à un salarié, alors en principe, un salarié de l'entreprise qu'il dirige. Cela étant, depuis quelques années, vous voyez la jurisprudence valider des délégations de pouvoir intragroupe faites par un dirigeant d'une société mère à une filiale, à des salariés appartenant à la filiale. Ce salarié doit donc lui être subordonné. Il doit avoir les moyens d'exercer sa délégation de pouvoir. Il doit avoir les compétences. Vous n'allez pas déléguer la même chose à un DRH et à un DAF. Et il doit avoir l'autorité et l'indépendance pour exercer celle-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça doit être précis. Exactement. Tout ça doit être rédigé. Qui dit autorité et indépendance dit également pouvoir disciplinaire que le délégataire doit pouvoir exercer sur les salariés. Et donc, l'idée est d'avoir un écrit, même si la jurisprudence ne l'exige pas, l'écrit permettant donc de lister de manière exhaustive les pouvoirs délégués et les conditions d'exercice de cette délégation pour aussi éviter la délégation générale qui serait considérée comme invalide puisqu'elle ferait du délégataire un dirigeant de fait de l'entreprise. Alors, évoquons justement les cas de responsabilité, de mise en cause de l'employeur ou de ses représentants.
La responsabilité pénale, qu'est-ce que c'est? La responsabilité pénale de l'employeur, c'est l'obligation pour celui-ci de répondre devant les juridictions pénales de faits qui pourraient constituer des infractions reconnues comme telles par la loi. Sur l'employeur pèse aussi une responsabilité civile, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est celle qui a causé un dommage à autrui. Et existe également une responsabilité fiscale sur un domaine bien particulier, et cette responsabilité pénale. La responsabilité pénale, la particularité qu'elle a, c'est que le fait peut avoir été commis directement par l'employeur ou indirectement par un de ses préposés. Et ces infractions, vous allez les trouver où? Vous allez les trouver dans le code de commerce, abus de biens sociaux. Vous allez les trouver dans le code pénal, escroquerie, usage de faux. Vous allez les trouver essentiellement dans le code du travail. Code du travail, vous avez les infractions travail dissimulé, vous avez délit d'entrave, vous avez toutes les dispositions relatives au harcèlement moral, toutes les dispositions relatives aux violations des règles d'hygiène et de sécurité. Donc, vous avez une responsabilité qui est évidemment très large et très étendue et dont les ramifications sont présentes, je dirais, dans toutes les matières juridiques. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, Arnaud. On poursuit ce Lex Inside. L'espace est-il une zone de non-droit? On en parle tout de suite avec mon invité, Lucien Rapp, enseignant-chercheur en droit à l'Université de Toulouse-Capitole. Lucien Rapp, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que l'espace pour le juriste? Est-il régi par un traité international? Alors l'espace pour le juriste, c'est d'abord un objet de droit, parce que l'espace ne peut pas être une zone de non-droit, pour reprendre le titre de votre émission. Et il est régi, effectivement, par des règles internationales, par 5 traités, dont le plus important est le traité de l'espace de 1967. Alors, plusieurs États ont adopté des lois nationales régissant les activités de leurs ressortissants dans l'espace. Quel est leur intérêt? C'est tout simplement que le traité de l'espace met les États au centre du jeu spatial international. Les États sont responsables, d'où le double sens de ce terme. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité de l'organisation de leurs propres activités et ils assument toutes les conséquences des actes dommageables qui peuvent survenir sur Terre ou dans l'espace. Et donc, pour se protéger, les États ont intérêt à construire les conditions d'accès à leur propre marché. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, ils mettent en œuvre des régimes d'autorisation, ils fixent les conditions dans lesquelles on peut les obtenir, ils exercent une vigilance sur les conditions dans lesquelles les satellites sont en fin de vie désorbités. Tout un ensemble de règles sont désormais posées. Alors, les contrats passés par les opérateurs entre eux peuvent-ils combler un vide juridique? Oui, ils le font aujourd'hui, dès lors même que certaines règles internationales sont soit insuffisantes, soit même inexistantes. Ils le font, et tout marche bien, bien évidemment, avec cette particularité que dès lors que des entreprises privées fixent les règles, c'est toujours dangereux, c'est une forme de privatisation de la législation et il faut être vigilant. Alors, comment apporter des garanties? Eh bien, il faudrait des traités plus précis que ceux que nous avons. Je rappelle qu'ils datent de la fin des années 60. Il faut donc les réformer ou envisager de le faire, les compléter et peut-être même créer une organisation internationale civile de l'espace qui fait aujourd'hui cruellement défaut. Alors, y a-t-il encore des questions juridiques liées à l'utilisation de l'espace qui demeurent en suspens? Oui, de nombreuses questions, et notamment la question des conditions d'extraction et d'exploitation de richesses, de ressources, notamment minérales, qui pourraient se trouver sur des corps célestes. Des autorisations ont été délivrées à des sociétés privées, mais dans un contexte international où la question de la propriété, du régime de ces ressources naturelles n'est pas réellement fixée. Une plus grande accessibilité de l'espace, tant pour les États que pour leurs ressortissants, menace-t-elle le régime juridique de l'espace? Alors, c'est un paradoxe, en effet. On peut souhaiter que le plus grand nombre des nations ait accès à l'espace. C'est ce que l'on regrettait en 1967, quand on a élaboré le traité. Mais leur multiplication, la multiplication des États qui ont accès à l'espace, la multiplication des opérateurs, et notamment des opérateurs privés qui ont accès à l'espace, ont pour conséquence que le nombre des satellites s'accroît dangereusement, le nombre des débris résultant de l'utilisation de ces satellites s'accroît, et que, à terme, nous pourrions avoir une difficulté d'accès à l'espace proche. Alors, en l'état actuel de la géopolitique de l'espace, peut-on estimer avoir des tendances de l'évolution du droit applicable à l'espace et dans quelle direction on s'avance?
La géopolitique actuelle est dominée par des conflits. Conflits entre les États-Unis et la Chine du point de vue technologique, conflits au sein de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, qui empoisonnent singulièrement la vie internationale et empêchent d'envisager de manière sereine l'évolution du droit international. Mais la création d'une organisation internationale que j'évoquais tout à l'heure peut effectivement constituer un magnifique chantier pour les États. Il est possible, à travers ce projet, de fédérer les États les plus responsables, ceux qui ont envie d'avancer. Et de ce point de vue-là, il y a toujours eu un principe de raison dans la vie internationale. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Mais c'est un plaisir. Vous êtes toujours dans Lex Inside. Qu'est-ce que le médiateur de la consommation, de la profession d'avocat? On en parle tout de suite avec mon invité, Carole Pascarel, médiatrice de la consommation de la profession d'avocat. Carole, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelle est la vocation du dispositif de médiation de la consommation de la profession d'avocat? Alors, il faut savoir que c'est un dispositif qui a été mis en place à la suite d'une transposition d'une directive européenne. Et c'est une loi de protection du consommateur à la base, ou je dirais plutôt c'est une loi qui offre aux consommateurs la possibilité de trouver une voie amiable à la résolution de leur litige, sans passer forcément par la voie d'un juge, parce que le médiateur de la consommation, ou la médiatrice de la consommation en l'occurrence, n'est pas un juge. On n'a pas de pouvoir coercitif quand on est médiateur de la consommation. Donc, c'est vraiment la possibilité d'offrir aux clients d'un avocat un dispositif amiable pour résoudre leur litige. Et d'ailleurs, c'est un dispositif qui existe dans toutes les professions en lien avec une clientèle. Alors, on comprend mieux ce qu'est une médiatrice de la consommation de la profession d'avocat, mais concrètement, quel est votre rôle ? Mon rôle, je dirais que c'est de mettre en place les bonnes conditions d'un dialogue, puisque quand il y a un litige, le dialogue est rompu, en général. Donc c'est vraiment ça, c'est de mettre en place les bonnes conditions d'un dialogue pour essayer de faire en sorte que les parties trouvent une solution négociée, justement pour éviter la saisine du bâtonnier qui, lui, est la juridiction en matière de contestation des honoraires. Parce que le périmètre de la médiation de la consommation pour les avocats, aujourd'hui, il est possible que ça évolue, mais aujourd'hui, le périmètre de la médiation de la consommation des avocats consiste à gérer les litiges de contestation d'honoraires. Alors, comment peut-on saisir la médiatrice ? Eh bien, vous pouvez la saisir par la voie postale, par la voie du site internet de la médiation de la consommation. Il faut avoir fait un recours préalable, une réclamation préalable auprès du professionnel, parce que finalement, le client de l'avocat peut trouver une solution en direct avec son avocat. Donc, il faut avoir fait cette réclamation préalable. Et il faut faire le recours sur le site du médiateur dans un délai d'1 an à compter de cette réclamation préalable. C'est une sorte de prescription. Donc, au-delà d'un délai d'1 an, eh bien, le recours serait irrecevable. Et il faut évidemment que le bâtonnier ne soit pas saisi. Dès lors que le bâtonnier a été saisi d'une contestation d'honoraires, on ne peut plus faire de médiation de la consommation. Bon, on a vu la saisine. Maintenant, comment se déroule une médiation ? Eh bien, alors, j'examine déjà la recevabilité de la saisine, puisqu'il y a quand même un certain nombre de causes d'irrecevabilité que je viens de vous énumérer. Et puis, si la saisine est recevable, j'en informe l'avocat, qui lui a le choix d'entrer ou pas en médiation. Donc, il y a un certain nombre d'avocats qui refusent d'entrer en voie de médiation. C'est leur droit le plus strict, c'est dans le Code de la consommation. Et c'est d'ailleurs le principe de toutes les médiations. C'est le principe en droit français, c'est pas partout pareil en Europe, mais en droit français, le principe, c'est qu'on entre en médiation de manière volontaire et on en sort d'ailleurs à tout moment de manière volontaire. Donc l'avocat peut refuser et si l'avocat accepte, eh bien j'organise, puisque c'est un dispositif national, j'organise des conférences téléphoniques pour que les gens se reparlent. S'il l'accepte, bien sûr, certaines médiations se passent en B2B, c'est-à-dire que je une partie. Voilà, je discute avec une partie et ensuite avec une autre. Je ne les rassemble pas au téléphone nécessairement, mais quand j'arrive à les rassembler, je trouve que le taux de réussite est meilleur. Alors justement, entrons dans le déroulé de la médiation. Combien de temps ça peut durer ? Est-ce qu'il y a une fourchette un peu ? Oui. Chaque année, je rends un rapport annuel dans lequel vous pouvez retrouver tous ces chiffres. Du premier jour auquel je reçois la saisine
jusqu'à l'issue de la médiation, il s'écoule environ 40 à 45 jours. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un dispositif qui est court. C'est court. Oui. Après, l'entretien de médiation en lui-même, c'est-à-dire la fameuse séance de téléphonique de médiation, elle dure environ 1 heure. Parfois, je fais ce qu'on appelle des apartés, donc j'appelle l'un et l'autre postérieurement, mais c'est pas toujours nécessaire. Et donc, vous voyez que c'est un dispositif qui va relativement vite. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la médiation par rapport au judiciaire, qui est beaucoup plus long, c'est d'aller vite et de passer à autre chose et de trouver une solution amiable on se sort plus vite et plus apaisé d'un dispositif de Comment médiation. vous expliquez cette réussite? Vous voulez dire la rapidité? Oui, tout à fait. Du dispositif. Alors, en tout cas, en matière de contestation d'honoraires, c'est pas nécessairement utile de passer plus de temps qu'1 heure, parfois 1 heure et demie sur une question précise. Après, évidemment, à chaque dossier, ses particularités. Bien sûr. Bien sûr, mais et il faut savoir que dans les textes, dans la loi, j'ai une obligation de faire entrer la médiation dans un délai maximum de 90 jours au total. D'accord, donc c'est bien encadré. Voilà, à partir du jour où on me saisit, j'ai 90 jours, soit pour organiser la médiation, procéder à la médiation et éventuellement qu'elle aboutisse à un accord. Et la particularité de cette médiation de la consommation, c'est que s'il n'y a pas d'accord entre les parties à l'issue de leurs échanges, eh bien, je rends un avis. Alors, c'est très particulier parce que d'habitude, un médiateur, il a une obligation de neutralité, donc il n'a pas à donner son avis dans le cadre de la médiation, mais c'est une particularité de la médiation de la consommation, qui s'applique d'ailleurs à tous les médiateurs de la consommation. Le médiateur rend un avis qui n'est pas coercitif, mais qui existe quand même et qui sera totalement confidentiel. Est-ce que le professionnel peut refuser la médiation de la consommation? Complètement. C'est la liberté, en droit français, et d'ailleurs, vraiment, le dispositif de la médiation de la consommation a été conçu comme cela. Le professionnel peut tout à fait refuser d'entrer en médiation. Alors, comment distinguer le rôle des bâtonniers avec celui de la médiatrice de la consommation? Le bâtonnier, il est chargé d'organiser la profession, donc la déontologie, toutes les règles qui s'appliquent et qui s'imposent aux avocats dans leur exercice professionnel, mais aussi dans leur vie privée. Et le bâtonnier est également chargé d'organiser la discipline des avocats, c'est-à-dire de sanctionner un avocat qui ne respecterait pas les règles déontologiques qui s'appliquent à la profession. Et donc, vous voyez bien que le bâtonnier, il a un rôle de sanction, ce que n'a pas du tout le médiateur. Comme je vous l'expliquais, le médiateur, il est vraiment là pour organiser une phase amiable, mais je n'ai aucun pouvoir coercitif. Et ça, je le rappelle, c'est très important que les parties le comprennent. Parce que sinon, elles arrivent en médiation en attendant trop du médiateur. Et le médiateur n'a pas le même rôle que le bâtonnier. Donc, vous voyez que le bâtonnier, il a vraiment ce rôle d'organiser la profession, de faire en sorte que les avocats respectent les règles à suivre, et il les sanctionne si les avocats ne respectent pas la déontologie. La médiatrice de la consommation ne sanctionnera pas. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Carole Pascarel pour ce point sur le médiateur de la consommation de la profession d'avocat. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.